Le cercle RH, notre débat quotidien avec mes invités. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à un sujet dont on parle finalement d'une manière transversale dans chacune de nos émissions, la transformation du monde du travail, des organisations du travail, liées notamment à la crise Covid, parce que vous l'avez vécu, vous l'avez traversé, vous êtes dirigeant, vous êtes salarié. Ce changement de vie, le télétravail, la tentative d'équilibrer sa vie perso et sa vie pro, des désirs plus forts aussi pour aller vers ses loisirs, vers finalement les passions qu'on peut avoir et qui se sont peut-être réveillées à l'occasion de cette crise Covid. On en parle avec mes invités. Ils auront des regards différents d'ailleurs sur ce sujet. Anaïs Georgelin, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice CEO de So Many Ways. En une phrase, c'est quoi le pitch de So Many Ways ? Aider un max de personnes à retrouver du sens et du plaisir au travail. Votre histoire est particulière, peut-être que vous nous le raconterez, parce que c'est tout un cheminement pour arriver à So Many Ways. Élodie Chevalier, merci d'être avec nous. Bonjour. C'est un vrai plaisir, vous êtes chercheuse. Vous voulez pas qu'on dise sociologue ? Sociologue, c'est de la recherche en sociologie. Moi, je suis en psychosociologie. Donc, ah, voilà. Non, mais c'est important de... C'est important. Vous êtes en psychosociologie. Exactement. Chercheuse au CNAM, consultante par ailleurs, oui. Et avec un livre en préparation qui va nous intéresser, vous viendrez nous en parler, sur ces cadres qui avaient la vie devant eux et puis qui ont changé de vie, quoi, finalement. Exactement. C'est ça, la tentation de Venise. Oui. C'était Alain Juppé qui avait évoqué la tentation de Venise. Et puis avec nous, Laurent Paillet-Chevalier. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes l'un de nos chroniqueurs dans Smart Philo, puis là vous venez dans notre débat, professeur de philosophie et d'éthique, alors ça c'est dans un lycée à Versailles, et puis par ailleurs vous enseignez l'éthique du business. Du business dans une école de commerce. Dans une prépa pour les DCG. Pour les DCG. Diplôme comptabilité et gestion. Voilà. Commençons par le début. On a choisi de démarrer par le mot flexibilité, parce que pour ceux qui ont un peu de connaissance historique du monde du syndicalisme, le mot flexibilité, c'était un mot irritant. C'était la possibilité pour les salariés dans les usines de travailler de 8h du matin jusqu'à 22h avec des horaires en 2-8, en 3-8. C'est ça l'histoire de la flexibilité. Et aujourd'hui, il n'a plus cette définition. Quelle est votre définition à vous du mot flexibilité ? En tout cas, moi, ce que j'entends des personnes qui la cherchent, c'est de pouvoir s'organiser un petit peu comme on veut, quoi. Voilà, vous voyez que ça a bien évolué quand même. Hein. C'est-à-dire l'idée de, j'ai quand même envie d'aller chercher mes enfants à 16h30, mais je pourrais vous rendre le travail à partir de 18h30. C'est ça l'idée. Vous partagez Oui, moi je dirais que c'est la possibilité de concilier un travail intéressant dans lequel on a envie de s'impliquer avec une vie professionnelle, une vie personnelle dans laquelle on a envie de s'impliquer aussi. Donc la flexibilité du travail, c'est cette possibilité-là. Vous voyez que la première définition que je donnais, c'était une flexibilité uniquement au sein du travail. C'était la flexibilisation des horaires de travail. Jamais il avait été évoqué il y a une trentaine d'années, voire 40 ans, l'idée qu'on puisse laisser une part de soi à sa vie perso. On est bien d'accord là-dessus, pour démarrer notre débat. Vous, le philosophe, vous en pensez quoi ? Parce que je fais un peu d'histoire politique, là. Ouais, mais je pense que syndicale. Je pense que c'est pas si contradictoire que ça, Arnaud. Parce que la flexibilité, elle tient compte de quelque chose qui est une résistance. On dit la flexibilité d'un tuyau, par exemple. Ça présuppose la résistance du tuyau. Donc si je parle de flexibilité dans l'entreprise, ça présuppose donc ces structures rigides, solides, auxquelles je veux donner un mouvement, que je veux donner une forme qui n'est pas sa forme ordinaire. Et donc on tombe dans un paradoxe, c'est qu'on essaye peut-être, comme vous le dites justement, de tirer à soi, dans la flexibilité, une réalité qui est faite pour être hors de soi, l'entreprise. Donc pour moi, la définition à la fois syndicale et moderne n'est peut-être pas si éloignée que ça. Oui, ça réveille la philosophie, Anaïs. Hein. Tout de suite. Tout de suite, voilà, on pose le sujet. Concrètement, rentrons un tout petit peu plus en avant, parce que on pose cette question comme un fait. C'est-à-dire, on se dit, voilà, le monde, le télétravail, on peut aller travailler à Lisbonne, on peut travailler à Berlin, on est un peu dans le monde merveilleux. Puis finalement, quand on s'immerge dans l'entreprise et qu'on va à la rencontre des salariés, ils ne vous racontent pas aujourd'hui la même chose. Ça ne se passe pas vraiment comme ça dans l'entreprise, parce qu'il y a des frottements, il y a des freins, il y a des résistances. C'est quoi votre mission à vous ? C'est de dire aux décideurs, vous n'avez pas le choix, il faut véritablement aller vers cela, parce que vous les rencontrez, ces résistances. Qu'est-ce que vous leur dites ? Parce qu'il y a des résistances, on n'est pas dans le monde merveilleux du post-Covid. Ouais. Nous, on a la particularité d'adresser à la fois les décideurs et à la fois les particuliers, les collaborateurs. Et le chemin qu'on a envie de leur faire faire, c'est un pas à un pas.
d'un côté, en tant que collaborateur, de ne pas chercher à avoir toutes ces exigences vis-à-vis de l'entreprise, du travail, et de bien prioriser ses besoins. Et de l'autre, côté décideur, oui, de faire un pas vers plus de flexibilité, vers repenser le logiciel, lâcher le contrôle, plus de contrôle. Donc vous confirmez bien qu'on est aujourd'hui dans des zones, sur une sorte de ligne de crête, des zones de blocage, des zones de résistance. C'est la tectonique des plaques. En ce moment, est d'accord, c'est ça. Elles ne se sont pas encore parfaitement positionnées et puis on crée quand même quelques irruptions à certains endroits. Quelques frictions, oui. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question-là? Parce que vous observez, vous êtes consultante, donc vous allez aussi à la rencontre pour expliquer, pour prophétiser finalement ce dont on parle. C'est pas si simple dans les entreprises. Il y a des salariés qui vous disent moi, l'accord de télétravail, on l'a, mais c'est qu'une journée, j'ai pas le droit de le prendre le mercredi. Quand je pars à 17h30, on me regarde un peu de travers, et pourtant j'ai mes enfants à récupérer. En fait, tout a changé, rien n'a changé, en fait. Oui, en fait, moi, mon rôle, c'est plus d'éclairer, en fait, plutôt que de prophétiser. Parce que c'est vrai que là, ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'il y a un réel changement. Avec la pandémie, on a changé nos habitudes de travail. Il y a des choses qui s'étaient mises en place juste avant la pandémie. Le télétravail, le travail collaboratif, le travail digitalisé. On a été obligés d'y passer avec la pandémie. Donc aujourd'hui, c'est comment, finalement, on éclaire l'expérience qu'on a eue durant la pandémie, les points positifs, les points négatifs, et comment on recrée finalement un monde nouveau du travail, de nouvelles règles. On n'y est pas encore, vous le confirmez? Non, on n'y est pas encore. D'accord, non mais vous en pensez quoi, Laurent? Parce que là, c'est un débat philosophique que je tends. On nous vend, je dirais, on nous éclaire, un peu comme au cinéma, une sorte de monde où, comme ça, tout va bien. Et en fait, derrière le rideau, chez le projectionniste, c'est pas aussi génial, en fait. En fait, moi, ce que j'aime bien, Arnaud, dans ton vocabulaire, si je peux me permettre de faire ta psychanalyse gratuitement ce matin. Bien sûr. Donc ça va te faire ça. Je peux m'allonger, peut-être? Oui, s'il te plaît. Donc, c'est le vocabulaire religieux que tu emploies. Rupture, prophétiser, monde nouveau. Mircea Eliade, qui est un grand anthropologue des religions, le premier, le grand Mircea Eliade, quand il étudie les textes religieux, en général, montre un phénomène assez intéressant. Pour qu'il y ait mythe en religion, il faut qu'il y ait un phénomène de rupture. Pour rentrer dans une nouvelle temporalité. Le Dieu, dit Mircea Eliade, quand il arrive, provoque une rupture. Il y a l'avant, le monde du péché, l'après. On est dedans, là. Le monde du salut. Oui. Et là, on est dedans. On a réussi à faire du monde, de l'expérience Covid, une expérience dans le mythe. On produit un mythe à partir d'un phénomène réel. Et on dit, voilà le monde nouveau, avant Covid, après Covid. Mais il n'existe pas, ce monde nouveau. Mais le problème, il n'existe pas parce qu'on produit un mythe. Et la question est de savoir quelles sont les espérances que l'on met dans ce mythe. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de formuler sur un malaise au travail, sur des difficultés. Et donc on l'attrape de manière latérale par le mythe. Et notre désespérance, c'est que les choses ne changent pas, finalement. Il n'y a pas dans la vraie vie, en fait. Il n'y a pas de salut dans le travail. Il n'y a pas de monde nouveau après le Covid. La question est de savoir donc pourquoi j'ai envie que ça change? Pourquoi est-ce que dans le monde du début du XXIe siècle, on avait envie collectivement, inconsciemment, que le Covid soit une rupture? Pourquoi est-ce qu'on avait envie de cette rupture? Y avait-il un malaise trop fort antécédemment? Y avait-il des structures qui ne profitaient pas? Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'on a envie d'un changement et de prophétiser une nouvelle ère. Anaïs Georgelin, je l'évoquais en introduction, d'un mot et de plusieurs, si vous le souhaitez. D'ailleurs, votre histoire est intéressante parce que c'est pour permettre la bascule sur le monde des indépendants et sur l'idée que le monde du travail parfois épuise et donne envie de faire autre chose, même passer du trading jusqu'à la boulangerie, d'être comptable et devenir ébéniste. Il y a toute cette espèce d'envie de tout transformer. Votre histoire est, j'allais dire, un peu tragique parce que vous avez vécu finalement un management toxique, des difficultés au sein de votre entreprise, et un peu une perte de repère à un moment donné. C'est ça, moi j'ai la chance de savoir ce que je voulais faire, d'avoir trouvé l'entreprise que je voulais, et finalement j'ai fait 3 jobs en 3 ans, dans 3 entreprises différentes, et vraiment j'ai pas trouvé ça très joyeux, le monde du travail, à 25 ans. C'est ça. Ça, donc pour vous démarrez dans la carrière, comme dirait l'autre, et puis vous prenez la porte, quoi. Oui, c'est ça. C'est quoi la porte que vous prenez? C'est-à-dire un management agressif, pas d'humanité, pas de bienveillance? C'est un peu ça que vous vivez? C'est ça, et d'autant plus fortement que la dernière entreprise dans laquelle j'étais, c'était une entreprise sociale. Donc vous savez, on sauve le monde, on a des valeurs, on est là pour s'engager, on travaille beaucoup, et finalement c'est là que j'ai trouvé les pratiques humaines les plus toxiques, les plus... Quel paradoxe.
pas tant que ça finalement après quand on creuse le sujet. Mais vous, excusez-moi, et je vais donner la parole à Élodie, mais vous avez soulevé en interne ce paradoxe en leur disant, mais attendez, vous êtes au service de l'autre, une forme d'altruisme, et vous traitez vos collaborateurs moins que rien. J'étais trop jeune et je pense que quand on est aussi mis en difficulté comme ça, juste on s'effondre. On n'arrive pas à dire les choses. Moi j'avais 24 ans, j'ai fini en arrêt maladie en fait. J'ai fait une crise d'eczéma terrible, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Un burn-out déguisé en fait. Voilà, c'est ça. Enfin déguisé, je crois que c'était ça, mais il m'aura fallu Habillé des années même. pour mettre le mot. Mais on n'arrive pas, on manque de clés pour comprendre ça et pour agir face à ça quand on est jeune et même après parfois quand on... Donc, on est bien d'accord, ça revient finalement à ce mythe. On est dans le mythe, c'est-à-dire que vous rêviez de ce monde merveilleux, mythifié, mais la réalité vous a explosé au visage. C'est terrible, c'est terrible. Je vous vois sourire, mais vous les avez rencontrés, vous, ces cadres, à travers ce livre qui se prépare, à travers votre expérience. Qu'est-ce qu'ils vous racontent finalement? Puisque notre premier invité ce matin nous disait, on a des cadres, quand je leur parle, ils sont tristes, ils se sont virilisés, ils ont montré qu'ils étaient costauds. Et puis dès qu'ils posent les valises, il y a une grande tristesse, il y a une sorte un peu de désespoir d'avoir raté des choses de leur vie, de leurs relations personnelles, familiales. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces cadres? Moi, déjà, ces cadres, je les ai rencontrés quand je faisais du conseil, en fait, en réorientation. Et c'est des cadres qui arrivaient à bout de souffle en me disant « Je sais ce que je veux plus faire, je veux plus du tout exercer ce que je fais aujourd'hui, je sais pas ce que je veux faire. » Et quand on regardait ce qu'ils avaient envie de faire, ils se réorientaient vers la boulangerie, la restauration, voilà, le travail indépendant, le travail avec leurs mains. manuel, exactement. Oui. Et moi, c'est ce qui m'a intéressée. C'est pour ça que j'ai choisi de faire une thèse sur ce sujet-là. Et le livre qui est en préparation, c'est justement sur les personnes que j'ai interrogées durant ma thèse. Donc, des gens, justement, qui recherchaient plus de sens au travail à travers la réalisation d'une activité concrète, immédiate, en fait. Faire du pain, c'est concret, c'est immédiat, je le vends, les gens sont contents, je vois mon utilité. Quand je fais des PowerPoint toute la journée, voilà. Des bullet points, PowerPoint. Je me pose parfois la question de ce que je peux faire. Donc, c'est ça qu'ils disent, ces cadres. C'est je veux être utile, je veux voir ce que je fais et j'ai besoin de donner un sens à mon travail. C'est exactement ça. Mais là, le sens, c'était finalement votre quête. Quand vous arrivez, vous choisissez 3 entreprises différentes, dont une dans le social. C'est du sens que vous voulez mettre, mais vous ne l'avez pas trouvé finalement. Aujourd'hui, si. Non, aujourd'hui, vous avez trouvé votre route, mais vous avez cheminé pour accéder à la création de cette boîte. Mais quand vous étiez salarié, le sens, je veux dire, il n'y a pas de sens. Vous avez trouvé du sens à cette période ? J'en avais. Quand je travaillais dans une entreprise sociale, ce qui me donnait du sens, c'était de contribuer à des grands enjeux sociétaux. Donc, j'étais alignée avec le fait que c'était ça que je cherchais. Après, quand on a une dissonance, c'est ce que vous avez souligné, ça détruit le sens qu'on s'était construit. Mais il y en avait un à un instant donné. Mais Laurent Paillet-Chevalier, question de fond. On parlait de ces plaques tectoniques, cette ligne de crête. Vous parlez du mythe, finalement. On va où? Alors, c'est une question éminemment difficile, puisque même ceux qui nous dirigent ne le savent pas forcément. Mais est-ce qu'on est dans un délitement du travail, ou est-ce que, qu'un à qu'un, au fil des mois, on va reprendre nos vieilles habitudes? On a aujourd'hui des décideurs qui disent « Moi, je ne veux pas de télétravail, je veux que tout le monde soit à la maison, près de moi, pour que je puisse les contrôler. » On l'a, ça existe. Il y a aussi des entreprises qui sont parties très loin. Ils sont dans la semaine des 4 jours. C'est très compliqué, il y a un panorama très divers. Finalement, le tableau est bigarré quand même. Là où je suis d'accord, c'est qu'il y a une quête de sens. On cherche le sens. Toujours, si on cherche le sens, c'est qu'il y a quelque chose qui est insignifiant. Dans le vocabulaire aujourd'hui de l'entreprise, je crois que ce qui porte l'insignifiance, pour reprendre ce que disait Madame, d'un autre point de vue, si je puis me permettre, c'est le soft skill. Parce que dans tous les métiers que vous avez cités, il n'y a pas de soft skill. Boulangerie, c'est du savoir. C'est du savoir-faire. Clairement. On est dedans directement. Le soft skill, c'est la valeur, entre guillemets, artificielle, la valeur pour la valeur, généralisée, vers laquelle les gens se tournent. Et on en parle énormément des soft skills. C'est tout ce qui n'est pas le diplôme, en fait. Exactement. Voilà. C'est la bienveillance, la gentillesse, la grandeur, etc. Alors dans les autres métiers, être boulanger, etc., ce qui compte, c'est le faire, l'agir, le partage. Être à l'heure à 3h du mat'. Oui. Et c'est des choses très, très concrètes. Et donc, c'est le premier point, je pense, sur ce renversement. C'est-à-dire vous trouvez que c'est bullshit? Enfin, excusez-moi d'être un peu cash, mais complètement. Ces soft skills, on en parle, on nous rabat les oreilles de soft skills, c'est un peu bullshit. Complètement. Moi, récemment encore, j'étais en Eure-et-Loire, j'écoutais la radio. Et très belle région, d'ailleurs. Très belle région. Et on demandait à un mécanicien, et l'annonce qui durait à peu près 30 secondes avait 25 secondes de soft skills.
pour un mécanicien. Je pense que l'entreprise n'a pas tout à fait compris quel était l'enjeu du recrutement. Mais bon, passons. Mais c'est savoir travailler en équipe, savoir être bienveillant, voilà, ok. Non, là, attendez, juste, vous n'êtes pas d'accord? J'étais sûr que vous n'alliez pas être d'accord. Fallait quand même à un moment... Du débat. Non, je voudrais juste revenir sur un point, c'est que oui, on observe ces cadres qui quittent des métiers d'abstraction, c'est ça qu'on dit, où on ne voit plus à quoi on sert, pour des métiers plus manuels, plus concrets. Mais nous, ce qu'on voit maintenant, c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'ils y sont allés, ils ont testé, et puis ils se disent, tiens, me lever à 3h du matin, finalement, ça ne me plaît pas tant que ça. Eux aussi avaient mythifié ce métier manuel. Voilà, j'allais dire, le mythe inverse est aussi vrai, et on commence à l'observer de plus en plus, le retour en arrière. Mais Élodie, c'est intéressant, il y a le soft skills, c'est qu'aujourd'hui, certains recrutent même sur les soft skills, c'est-à-dire que quelque part, il y a même des entreprises qu'on a reçues ici, très grosses entreprises, qui mettent le diplôme de côté, et ils sont que sur le soft skill. Bon, c'est un sujet dans le tertiaire, pour être précis. Mais cette rencontre entre le monde de l'entreprise, qui est resté 20e finalement, et qui a quand même des prérogatives, des obligations économiques, des obligations de rentabilité, qui a des actionnaires, et ces salariés un peu perdus qui disent aujourd'hui je veux pouvoir aussi m'occuper de mes enfants, je veux aussi manger sain, je veux aussi faire du sport. Ça marche ou ça marche pas? On y est ou on n'y est pas? Pourquoi ça ne marcherait pas, déjà? Non, mais je ne suis pas en train de couper la branche. Oui. J'en rêve, mais... justement, on est en train de voir comment ça peut marcher. Et c'est ce qui joue aujourd'hui, finalement. On était à une période avant Covid où on considérait que ce n'était pas possible. Il y a eu une période Covid où on a changé toutes les règles du jeu. Et c'était possible. Et c'était possible. Donc maintenant, il faut trouver l'entre-deux. Et là, l'idée, c'est de, pour reprendre votre expression, passer 21e. Et exactement. Voilà. Aujourd'hui, on a tous les outils, on a tout le comportement, l'état d'esprit pour passer 21e siècle et trouver une autre manière de travailler, plus intelligente pour tout le monde. Donc voilà, ça se joue maintenant. Mais toutes les deux, finalement, et les professeurs, c'est différent, puisqu'ils sont rattachés à un corps, l'éducation nationale, mais pour toutes les deux, vos histoires sont aussi liées finalement à ce dont on parle. Vous avez choisi l'indépendance, vous avez choisi de créer votre start-up, vous avez choisi en fait de sortir du monde du travail et finalement de l'observer. Et de l'accompagner et de l'aider. Et de le recréer aussi, parce que... vous créez de l'emploi. On crée de l'emploi, on essaie d'inventer avec nos équipes, nos collaborateurs, de nouvelles manières de travailler. Mais psychologiquement, c'est plus pareil quand même. Psychologiquement, c'est vous qui fondez, c'est vous qui avez créé, c'est vous qui dynamisez. Non, psychologiquement, c'est très différent, c'est très différent, c'est d'autres phases positives et d'autres phases plus difficiles. Mais vous vous y retrouvez, vous, dans cette nouvelle vie que vous vous êtes fabriquée? Oui, heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, il faudrait que je passe à autre chose. Ouais, vous me faites peur, parce qu'il n'y a plus d'options. Vous avez été salariée, vous avez été indépendante. Mais vous voyez, je défends que c'est des phases de vie aussi. Et que parfois, on cherche à avoir tout en même temps. Mais non, il y a des phases de vie, certaines dans lesquelles on a envie de beaucoup travailler, on a envie d'attendre de notre travail qui nous permettent d'exprimer notre créativité, notre singularité. Il y en aura d'autres où on attendra peut-être juste, et c'est largement suffisant de notre travail qui nous permettent d'avoir à manger. Élodie, même chose, vous êtes chercheuse, cette thèse, ce livre en préparation, il y a quand même 60% de salariés, pour qu'on remette les choses à plat, qui ne peuvent pas télétravailler. On est d'accord? Il y en a 40 dans le tertiaire, dans la tech, dans les métiers intellectuels, où effectivement on peut travailler de Lisbonne, et on a parfois des reportages qui font absolument rêver les gens. On se dit, oh, incroyable! Sauf que ça représente une infime population. Le reste des gens que nous croisons, ils sont en travaux postés, ils sont dans des hangars, ils sont dans des stocks de grande distribution, ils sont chez Amazon, et ils travaillent... eux, ce rêve-là, ils peuvent l'envisager aussi? Parce que c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on ne parle pas finalement d'une population un petit peu comme ça, de l'élite, enfin un petit peu préservée? Oui, dans ce cas-là, mais j'ai envie de dire, le travail du 21e siècle, c'est pas que le télétravail non plus, en fait. Le sens au travail, c'est pas que le télétravail. Donc c'est vrai que le salarié chez Amazon ou les gens qui sont obligés d'être sur place trouvent un autre sens à leur travail aussi. Et même des cadres, pour certains cadres, le télétravail, c'est pas du tout quelque chose qui est souhaité. Ils ont envie juste de sortir de chez eux, d'aller au travail, voir leurs collègues. Donc finalement, on parle de quelque chose de beaucoup plus global. On parle à la fois d'un équilibre de vie personnelle, vie professionnelle, de cette capacité à pouvoir exercer son travail dans de bonnes conditions, de se sentir utile dans ce qu'on fait. Le sens, c'est tout ça. Ça va beaucoup plus loin que juste la capacité de vivre à Lisbonne et de travailler en télétravail depuis Paris. C'est un peu ce qu'on nous vend, puisqu'on parlait du mythe. C'est un peu l'image qu'on projette sur l'écran de la joie et du bonheur du travail. C'est-à-dire
cette jeunesse qui choisit l'indépendance, qui a un bon job, qui est bien payé, qui ouvre son ordinateur sur une plage et qui envoie des mails. Ouais. Il y a un peu de ça quand même. Et ça existe d'ailleurs, hein, c'est pas un mythe. Hein. Ça existe, mais ça concerne une toute petite partie qu'on est un peu dans le mythe quand même, finalement. La lutte des classes, puisque je m'adresse aux philosophes, alors vous n'êtes pas un philosophe marxiste, me semble-t-il. Je peux le devenir. Mais vous pouvez le devenir, vous êtes très adaptable. Cette lutte des classes était bien connue entre les ouvriers et ceux qui faisaient travailler les ouvriers. On créait de la valeur sur le supplément dégagé par le travail de l'ouvrier. Est-ce que là, on n'est pas dans un risque de lutte des classes entre ceux qui bénéficient d'un télétravail et d'un cadre de vie équilibré et puis les autres ? Pour qu'il y ait lutte des classes, il faut qu'il y ait antagonisme. Hein, si je reprends mon vieux Karl Marx, je ne crois pas qu'il y ait exactement lutte des classes. Par contre, toute société, toute culture économique dominante, que ce soit le communisme ou le capitalisme, produit à un moment donné ces figures, ces mythes. Le mythe du travailleur, etc., auquel on peut s'identifier. Et je crois que là, il y a un mythe qu'on essaye de produire, qui est le mythe du travailleur nouveau, auquel on aimerait que les travailleurs s'identifient. C'est vrai. Et la question est de savoir, est-ce que ce mythe-là correspond ou répond à des appels profonds des individus, ou bien ce mythe ne sert finalement que le capital et qu'il n'a pas compris les attentes des individus, qui va mener à une crise plus profonde dans quelques temps. Donc ce que vous soulevez là pour terminer notre débat, et c'est d'ailleurs le chemin sur lequel on est là dans notre échange, c'est ce monde du travail dérégulé, jusqu'où il se dérégule, jusqu'où le rapport de force a lieu entre le recruteur et le recruté. Vous êtes d'accord? Parce qu'on le voit tous les jours. Il y a des boîtes qui disent « je ne peux pas recruter », mais elles ne se remettent pas en question sur pourquoi elles n'arrivent pas. Parce qu'en fait, les propositions qu'elles font ne correspondent plus aux attentes des salariés. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord. Moi, je fais le tour de France des dirigeants de PME notamment, et on voit bien qu'on est dans cette difficulté parfois à accepter de se remettre en question. C'est pas tout le monde, hein, mais c'est difficile. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est que c'est difficile, c'est ancré. C'est un problème culturel. Quand un salarié vous jette au visage, moi, si vous ne me mettez pas 2 jours de télétravail, je ne viens pas chez vous, et il faut qu'à 18h, je sois parti, c'est vrai que le décideur, PME par exemple, dit « attendez, ça démarre mal ». Et pourtant, c'est la culture. Est-ce que le salarié s'appuie sur un mythe, ou est-ce qu'il est vraiment dans une réalité concrète qui fait avancer le système? C'est un mythe, c'est le mythe du paradis perdu. On y est encore. C'est-à-dire que c'est l'idée que je produis. Il nous détruit le télétravail. Joël Audy, elle se dit ce philosophe est un destructeur. Je suis désolé, c'est mon côté nietzschéen, mais c'est une espèce de paradis. Exactement. C'est une espèce de paradis perdu où, en même temps, pour citer un ami politique que nous connaissons très bien. Le en même temps. En même temps. Qui fie de la philosophie d'ailleurs. Qui fie, paraît-il. Mais en même temps, c'est que c'est un espèce de paradis où tout va bien, où tout fonctionne bien, où ma vie professionnelle, ma vie privée ne font qu'un, une harmonie parfaite. C'est exactement ça. Oui, mais Coco, quand la crise arrive, quand la crise elle est professionnelle, elle devient aussi personnelle. Perso, bien sûr. Et quand la crise est personnelle, elle devient aussi professionnelle. Et donc on se retrouve dans un monde où les crises personnelles sont plus violentes parce que justement on cherche une harmonie parfaite. Le bonheur perdu. Le bonheur perdu. Mais c'est exactement ça. Vous rejoignez quand même cette idée? Oui, moi je suis totalement en accord, et justement ça rejoint quelque chose qui est une nouvelle menace. Moi je trouve que c'est cette injonction au bonheur au travail, Clairement. cette injonction au sens, parce qu'on parle beaucoup de sens comme s'il fallait absolument en trouver, et si on n'en a pas, il n'y a aucun problème avec ça. Le travail, ça reste une activité de travail, et c'est on décentre un peu le mot travail. C'est-à-dire que c'est devenu un mot global. Il faut être heureux, il faut. Exactement. Et d'ailleurs, l'entreprise, vous l'avez constaté toutes les deux, prend des prérogatives aujourd'hui, a des prérogatives de plus en plus importantes. Elle devient une forme de grand service public. Il faut tout faire. Il faut que l'entreprise fasse tout. Enfin, c'est compliqué ça aussi pour elle, hein, pour la défendre un peu l'entreprise. Prendre en main entièrement le salarié qui ne peut plus se prendre en main, parce qu'il attend tout de l'entreprise. Exactement, comme on l'attendait tout de l'État dans les années 60. L'entreprise est un absolu. On va vers où? Parce que vous allez continuer à cheminer, vous allez rencontrer dans votre Tour de France. Vous ne le faites pas à vélo, j'imagine. Non. Vous le faites en train, bien sûr. On va vers où? On va, je ne sais pas, je pense qu'il faut revisiter cette notion de sens. Et moi, j'aimerais conclure en disant que chercher du sens au travail, trouver du sens au travail, c'est peut-être juste accepter que c'est un moyen de gagner notre vie, et point. Et qu'ailleurs,
et qu'à côté, Qu'il y a on va plein d'autres chercher facettes. d'autres manières dans la vie associative, dans sa vie familiale et dans le sport et dans la culture. Vous êtes d'accord avec cette... Ouais. Pour revenir à des choses simples, en fait, Oui, c'est ça, mais basiques, au souvent, final. le sens au travail, c'est des choses simples, c'est pouvoir vivre de son travail de manière Décemment. décente. Mais bien sûr. Exactement. En étant respecté. Voilà. Et en étant respecté, puisque vous faites écho à ce que vous avez traversé, c'est-à-dire en ayant un regard respectueux, pour ne pas dire bienveillant, qui serait le sommet du bonheur. Laurent Chevalier, Paillet-Chevalier. Moi, pour moi, la question du sens, je suis assez d'accord. Le travail n'est pas là pour produire le sens. J'ai tendance quand même à croire que cette idée d'harmonie fait que même ma crise au travail est plus forte. Mon patron doit être bienveillant, etc. C'est peut-être oublier qu'il y a des métiers qui sont durs. Mais bien Et sûr. pas simplement les métiers d'entrepôt. Moi, je pense j'ai une amie qui travaille dans la finance au mois de février, mars, quand il faut rendre les bilans internationaux. C'est un tour de force. On oublie que le travail est dur. De la bienveillance, d'accord, mais il faut de l'exigence, il faut du sérieux. On peut être bienveillant quand on est maçon, mais le mur, il faut qu'il soit monté, et puis c'est physique, et puis c'est dur. Donc, C'est vrai. Et il fait mauvais temps. et il fait mauvais froid. temps, et puis il faut y aller. Je pense à tous ceux qui travaillent dans la rue, les éboueurs, etc. Donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas maximiser ces valeurs en disant la bienveillance, etc., mais en essayant de trouver dans le travail lui-même la valeur qui lui correspond. Je suis assez d'accord avec vous. C'est un débat passionnant, avec plein de regards et de fenêtres qui se sont ouvertes sur ce sujet. On est à l'aune de quelque chose, je ne sais pas, et c'est intéressant pour vous qui cherchez d'ailleurs, de voir comment tout cela va évoluer. Votre livre, il sort quand d'ailleurs? J'espère d'ici la fin de l'année. Donc c'est un gros travail d'écrire des livres. Tout à fait, c'est un gros travail. Je vous le confirme. N'est-ce pas ? N'est-ce pas? Merci à vous trois. Merci Anaïs Georgelin, CEO, fondatrice de So Many Ways. Et vous êtes dans votre tour de France de PME, parce qu'on a compris qu'aussi votre cible et vos prospects, c'était aussi des PME. Aussi, tout à fait. Qu'il faut éduquer, accompagner. Voilà, et ça c'est un Grande sujet. partie de l'emploi en France. Hein, donc. Exactement. Merci Élodie Chevalier, chercheuse au CNAM, psychosociologue, là j'ai été très précis, et consultante avec ce livre en préparation. C'était un vrai plaisir. Et merci à Laurent Paillet-Chevalier, professeur de philosophie et d'éthique. C'est intéressant de mêler ses points de vue et ses regards. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et devinez quoi? On va parler recrutement.